Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de trouver un bien rentable dans la ville du Puy-en-Velay. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable? Un bien rentable, c'est assez simple en fait, c'est un bien qui s'autofinance au minimum et même qui dégage du cash flow. Donc en fait, vous empruntez la totalité de l'opération immobilière, c'est-à-dire le coût d'achat, les frais de notaire et les frais de travaux. Vous avez une mensualité à rembourser auprès de la banque tous les mois. Cette mensualité doit être remboursée par le loyer du ou des locataires, plus le loyer doit rembourser les charges d'exploitation du bien, telles que la taxe foncière, les charges de copropriété, les travaux même et les réparations dans votre bien immobilier. C'est très important. Pourquoi? Comme ça, vous avez un bien qui s'autofinance, vous n'avez pas d'argent à mettre de votre poche, et ça vous permet de multiplier les opérations. Et en fait, vos revenus augmentent au lieu de diminuer quand vous empruntez. On va voir tout ça comme si vous étiez avec moi derrière mon écran. Pour ça, il y a 6 étapes à utiliser. Donc la première étape, ça va être l'étude du marché de la ville du Puy-en-Velay, parce que personnellement, j'y ai été que 2 petits jours au Puy-en-Velay en tant que touriste. Alors c'est une magnifique ville, j'étais très surpris. Mais en termes de valeur locative, valeur immobilière, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, il faut passer par cette étape obligatoire. La deuxième étape, ça va être combien le loyer coûte, à combien on peut louer au Puy-en-Velay. La troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre dans la ville du Puy-en-Velay. Donc, on va prendre un exemple concret. La quatrième étape, ça va être l'estimation d'un rendement rapidement pour savoir si oui ou non on peut aller plus loin dans nos calculs. La cinquième étape, ça va être les mensualités du prêt, de combien vont être les mensualités du prêt. Et la sixième étape, ça va être l'utilisation de mon calculateur simulateur personnel pour varier différents scénarios, faire varier certains chiffres comme une négociation plus ou moins forte, des frais d'agence, sans frais d'agence, un loyer haut, un loyer bas, un loyer moyen. Voilà, c'est grâce à mon calculateur qu'on va pouvoir être vraiment précis dans nos chiffres. Allez, c'est parti tout de suite pour l'étape numéro 1 et l'étude de marché au Puy-en-Velay. Donc moi j'aime bien savoir le nombre d'habitants. C'est un des premiers éléments que je recherche. Donc, c'est une ville de 18 000 habitants, donc en termes d'habitants, c'est assez faible, mais la population aire urbaine est quand même de 75 000 habitants. On est dans le département de la Haute-Loire et c'est la préfecture de la Haute-Loire. Ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'il y a des services de l'État dans cette ville. Mais bon, 19 000 habitants, c'est vrai que c'est très faible. Je ne vous le cache pas, pour une ville en France. Ouais. Alors, moi j'aime bien aussi aller voir la page Wikipédia parce qu'on va apprendre des choses. Donc, on parle de fabrication de la dentelle, les lentilles de Puy, la verveine du Velay. Et ça, je le savais, c'est à prendre. C'est un des départs des 4 chemins de Compostelle français. C'est le départ du chemin de Compostelle, un des 4 départs. Donc ça attire du monde. Donc là, on sera plutôt pour de la location courte durée. Mais c'est intéressant à savoir. Et je sais que dans la ville, c'est important. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est l'emplacement de la ville. Parce que la Haute-Loire, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, le Puy-en-Velay. Donc, il y a la Loire, qui passe à côté, mais pas dans la ville. Et donc, on est quand même assez, j'ai envie de dire, assez isolé par rapport aux grandes villes. Là, quand je dézoome, il n'y a que ces villes-là qui ressortent. Donc, c'est des villes aussi de taille importante. Mais on a Saint-Étienne, Mende, Saint-Flour, Valence, Montélimar, Issoire.
Voilà, rien d'exceptionnel, hein. Saint-Étienne, c'est la plus grosse ville à côté, mais il y a quand même un petit bout de chemin. On va regarder s'il y a des universités au Puy-en-Velay, parce que qui dit université dit étudiant et dit des bons locataires. Pourquoi? Parce que ce sont les parents qui payent, vous avez des garants, ce sont les parents qui payent, et puis souvent les week-ends, en fait, ils rentrent chez leurs parents, donc vous n'êtes pas trop embêtés en général par les étudiants. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes écoles d'IUT déjà et d'écoles universitaires. Un autre moyen, c'est de taper nombre d'étudiants et la ville dans Internet, dans Google. Alors, ici, on nous parle de 1600 étudiants sur le site de la ville. Alors, vous avez choisi de faire vos études au Puy-en-Velay. Le Puy est une ville à dimension humaine. Vous trouverez le meilleur accueil possible. Accueille chaque année 1600 étudiants. Ouais. Ah, là, on a la liste des établissements supérieurs. Donc, on a quand même un IUT. D'accord. Une école des professeurs, une école des professeurs, un institut de formation pour les infirmiers. D'accord, on a quand même. Bon, les lycées, on ne les compte pas, hein, les lycées, parce que ce sont souvent des personnes qui habitent chez leurs parents. Mais on a quand même l'IUT, universitaire de technologie. On parle de 1600 étudiants, ce qui est quand même intéressant. Après, à voir aussi le détail, hein, parce que si c'est que des DUT ou des DUT, des Bac+2, là aussi, en général, sont des étudiants qui habitent à proximité et qui vivent chez leurs parents. Donc, ils ne sont pas vraiment intéressés par... qui ne vont pas rentrer dans notre cible pour nous, propriétaires. Alors, on va regarder maintenant les hôtels. Alors ça, je pense qu'il y en aura un peu plus des hôtels, hein. Parce que mine de rien, c'est une ville assez touristique. Rien que pour le départ de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous n'imaginez pas, à mon avis, le nombre de personnes qui viennent dans cette ville pour ça. Donc là, on a 3, 6, 7... une dizaine d'hôtels au plein centre de la ville. Donc c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que si vous faites de la location, si vous voulez faire de la location courte durée, saisonnière Airbnb, regardez le nombre d'hôtels dans une ville, ça va vous donner un indicateur du marché. Donc là, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des grandes chaînes qui se soient installées. Ibis, là je vois par exemple. Pourquoi? Parce que eux ont fait des grandes études de marché, bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Et donc s'ils ont décidé de s'installer dans cette ville, c'est qu'il y a un marché locatif, un marché pour de la courte durée. Donc vous, c'est plutôt une bonne chose d'avoir de la concurrence. Je vais noter une dizaine d'hôtels. Un hôpital maintenant. Est-ce qu'il y a un hôpital ? On a plusieurs centres hospitaliers, d'accord. Donc ce qu'il faut regarder, c'est tout simplement le nombre de personnels soignants qui travaillent et le nombre de lits. Pourquoi? Parce que le nombre de personnels soignants, ça va être des gens qui vont chercher à se loger, des travailleurs. Et le nombre de lits, ça va permettre de savoir le nombre de personnes soignées. Et en fait, ça va être la famille qui va venir accompagner souvent la personne malade pendant ses soins. Et donc là, ils vont rechercher des logements pendant 2, 3, une semaine,
10 jours peut-être, le temps que le patient soit soigné. Donc là, chiffre clé de l'hôpital Émile Roux. Alors, on a des documents de 2017, on va regarder. Ils ne sont pas forcément très à jour, parce qu'on est en 2020. Alors, mais c'est très bien, on a le nombre déjà de personnel médical et non médical. Moi, je les compte comme un seul chiffre, parce que ce sont des personnes qui travaillent et qui ont besoin de se loger. On est à 2000, plus de 2000 en 2017, en 2016. 2000 personnes, c'est vraiment beaucoup pour un hôpital. Et vu la taille de la ville, ça représente presque 10%, vu qu'il y a à peu près 20 000 habitants au Puy. Ouais, c'est énorme. Les capacités du centre hospitalier en termes de lits. Donc, il va falloir additionner par nous-mêmes, mais ça fait environ... ouais, ça fait plus de 400 lits. Ouais, 450 lits à peu près. Très bien. Et on avait un autre hôpital, un autre centre hospitalier de Sainte-Marie. J'ai l'impression que c'est un petit peu un centre différent. Alors... c'est une association hospitalière, c'est pas un centre hospitalier. C'est la différence. Je ne vais pas prendre en compte, c'est pas un hôpital, on va dire, comme un autre. Mais je vais noter donc 2000 personnels soignants et environ 450 lits. C'est vraiment excellent. Un autre élément qui peut être intéressant à prendre en compte, ça va être les entreprises. Voilà, s'il y a des grandes entreprises au Puy-en-Velay, des grandes manufactures, je sais pas, des grandes industries, peut-être qu'il peut être intéressant de viser un emplacement proche de cet endroit pour attirer les salariés de cette entreprise. En tout cas, moi je vous conseille aussi de lire la page Wikipédia, c'est le minimum pour connaître la ville. Mine de rien, ça permet de savoir l'essentiel sur la ville. Alors bien sûr, il va falloir poser d'autres questions, se renseigner sur l'actualité, mais pour connaître l'histoire de la ville, c'est très bien. Un autre élément aussi que j'aime bien regarder, c'est les transports. Savoir s'il y a une gare, par exemple, au Puy-en-Velay. Non, c'est pas ça. Gare. Pas sûr qu'il y ait de gare. On va regarder directement dans Google. Gare le Puy-en-Velay. Si on a des trains, on a une gare, je sais pas pourquoi ça ressort pas dans la recherche. Donc là on voit les trains au départ. Donc on a des trains vers Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. On est sur des TER et cars même. Ok, donc les transports sont vraiment pas excellents. On va pas pouvoir dire ça.
Non, on va pas pouvoir dire qu'on a des bons transports en commun, en tout cas pour la ville du Puy-en-Velay. Ok, on va passer maintenant à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer. Alors, pour faire une estimation, il faut savoir à peu près ce qu'on a envie de louer. Donc, au début, j'avais envie de faire de la colocation pour cette ville, mais quand je me rends compte qu'il n'y a que 20 000 habitants, qu'il n'y a pas énormément d'universités supérieures, d'écoles supérieures. Alors c'est vrai qu'il y a l'hôpital. J'ai plutôt envie de miser sur du coup des choses plus simples, moins coûteuses en investissement de base. Peut-être chercher un studio. Combien on pourrait louer un studio? Donc je vais regarder sur le site Le Bon Coin. Alors, on utilise les critères de recherche, hein. Je ne vais rien vous apprendre, j'imagine que vous l'avez déjà utilisé. Le nombre de pièces, et on va juste regarder combien ça se loue, un studio. Waouh, grand studio, 39 mètres carrés. D'accord. Donc là, on a 2 fois la même annonce. Et ici. Ok. On va noter 39 mètres carrés, 305 euros. Ok. Un autre studio. Allez, on va arrondir à 300 euros, 25 mètres carrés. Un autre studio, 310 euros. 12 mètres carrés. Ouais, 12 mètres carrés, vraiment, c'est trop petit pour moi, hein, mais bon, je note. Non, il faut faire un bien de qualité, hein, de toute façon, ça va être le leitmotiv de cette vidéo. Faire un bien de qualité pour attirer des gens de qualité, pour louer aussi un peu plus cher. 270 euros, 26 mètres carrés. « 26 mètres carrés. Donc studio et T1, c'est la même chose, hein, ça veut dire qu'il y a une pièce. Sachant que dans les pièces, normalement, on ne prend pas en compte les salles de bain et la cuisine. Donc, c'est intéressant aussi de lire les annonces, hein. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la vie du quartier, la vie de la ville. Ici, on est à 275 euros, 30 mètres carrés. Ok, alors pour résumer, combien on pourrait louer notre studio, notre futur studio? Donc ça tourne aux alentours des 285 euros, j'ai envie de dire. Allez, 290 euros pour un T1. Hein, parce qu'on a des prix maximum de 310 euros et minimum de 270 euros. Donc c'est la moyenne. Hein, c'est la moyenne, ok. On va passer du coup à l'étape numéro 3 et les biens à vendre. Alors, par contre, même si je vais faire de la location classique d'un studio, j'ai envie d'un peu de maximiser ma rentabilité, transformer l'utilisation d'un bien actuel. Donc j'ai envie en fait de faire 2 studios, c'est-à-dire diviser un grand appartement en 2 studios. Pourquoi? Pour maximiser en fait le rendement au mètre carré. On sait bien que plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré est élevé. Donc si vous faites 2 studios,
et ben mathématiquement vous aurez une meilleure rentabilité au mètre carré sur cet espace. Donc on va chercher des biens entre... il faudrait des studios ouais, de 25 mètres carrés, c'est pas mal. Hein. Ouais, 25 mètres carrés, c'est déjà bien. Donc je vais chercher des biens entre 50 et 65 mètres carrés pour avoir l'espace nécessaire pour faire 2 studios. Alors moi j'aime bien utiliser quand même un autre site qui s'appelle Bien Ici. Je vous le conseille parce qu'il permet de voir où se trouve le bien. Même si c'est pas forcément la réalité au quartier près ou à la rue près, mais on a une idée quand même. Je pense que pour 150 000 €, on devrait trouver des choses. Donc on comprend aussi pourquoi il y a peu d'habitants au Puy-en-Velay, parce que en fait la ville est assez petite. Donc là il y a ce grand espace là, mais qui est découpé par une nationale. Et on voit il y a peu d'offres. Donc en fait la majorité des biens se trouve vraiment dans l'hyper-centre-ville qui n'est pas très grand. C'est aussi pour ça je pense que c'est une ville de 19 000 habitants. Mais si on prend l'agglomération, on était quand même à 80 000. Hein. Ça explique aussi, hein, ça permet de comprendre des choses. Alors, je vais trier par la surface nécessaire, donc entre 50 et 65 mètres carrés. On a 30 biens à vendre. Non, on n'en a plus que 3. On n'en a plus que 3. Ok, ben on va regarder. Donc là, on a un bien qu'il faut refaire entièrement. Hein. Enfin, au moins la cuisine et la salle de bain. D'accord. Eh ben on va noter l'annonce, 65 400 € pour 56 mètres carrés. J'arrondis, hein, 56 000 €. Non, 65 000 € 400 pour 56 mètres carrés. On n'a pas énormément de biens, hein, il faut le reconnaître. On a celui-ci aussi, 60 000 €. Dans une petite copropriété du 19e siècle, à proximité de la tour Panessac ou Carnot. Actuellement agencé en espace professionnel. D'accord. Possibilité d'aménager en appartement de type F2. Prévoir aménagement de la pièce d'eau. D'accord, c'est pour le moment un local professionnel. On va noter 60 000 €, 59 mètres carrés. Un autre bien, 111 000 € avec une maison, 4 pièces, 110 000 €. Je vais noter pour information, mais bon, ça me paraît un petit peu trop cher par rapport aux autres prix qu'on peut voir hein, dans les 60 000 €. Donc, alors, je vais regarder quand même sur Le Bon Coin si on ne trouve pas autre chose hein, à vendre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Alors. Surface, on va mettre donc,
Ah, là, on a quand même beaucoup plus de résultats. On va faire trier par prix, parce que la bonne affaire se fait aussi et essentiellement à l'achat. Il faut vraiment acheter pas trop cher. Une maison, d'accord. Un grand appartement F3, pourquoi pas. Pourquoi pas celui-ci, effectivement. On a quand même un peu plus de biens. Alors, proche de l'IUT à 2 minutes du centre-ville. D'accord. On a 2 chambres, salon, salle de bain, toilette, super vue sur la ville. Ok, bon c'est old, hein, c'est old school. J'aime bien dire que c'est dans son jus. Hein. Il y a eu quelques années depuis les derniers travaux et depuis la création. Ok, donc on va noter 57 000, 58 mètres carrés. Eh ben, ça m'a l'air très intéressant quand même pour notre projet. Hein. On fait des simulations de toute façon. Alors on ne sait pas si l'agencement convient à créer 2 studios. Hein. On ne sait pas non plus si la copropriété le permet. Il va falloir demander le règlement de copropriété. Mais j'ai envie d'essayer de créer mes 2 studios dans ce bien-là. Donc, je le sélectionne. Je le sélectionne et on a donc notre bien pour la 4e étape et une étude rapide du rendement. Ok. Donc, pour l'étape numéro 4, on va devoir estimer le coût total d'achat. Donc, on a le coût d'achat qui est lui fixé pour le moment à 57 000. Je ne parle pas de négociation pour le moment. Les frais de notaire qui vont être de l'ordre à 8 à 9%, donc dans les 5 000 euros. Je peux laisser 5 000 euros. Pour les travaux, par contre, là, c'est vrai qu'il va falloir faire passer de toute façon des artisans pour savoir si, oui, pour avoir déjà savoir si on peut bien diviser le logement en 2, si on peut aussi, et avoir le prix en fait, hein, avoir 2 devis pour avoir 2 devis et 2 prix différents pour estimer, voilà, très important, estimer le prix des travaux. Alors moi j'aime bien donner cette astuce, on peut faire une estimation soi-même. On peut dire 300 euros le mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des grands travaux tels qu'une salle de bain et une cuisine. Déplacement d'un mur porteur, etc. Donc nous c'est un peu spécial, on va faire donc 2 studios, donc 2 salles de bain, 2 cuisines. J'ai envie de prendre, je prends souvent 4 000 euros pour une cuisine et pour une salle de bain. Donc là on est déjà à 16 000 euros. Plus la séparation entre les 2 studios, plus les murs, le revêtement au sol, peut-être à refaire, l'électricité. Je pense qu'il faut bien rajouter encore 10 000 euros de plus. Donc on est à 26 000 euros. Ouais, j'ai bien envie de rajouter quand même 26 000 euros de travaux. En estimation, hein, bien sûr, c'est une première estimation, mais voilà, je pense qu'on ne sera pas en dessous, en tout cas, de ces 26 000 euros. Hein. Donc ça nous donne un coût total quand même de 31 plus 57, 88 000 euros. 88 000 euros. Et on espérait louer 290 euros, hein, si je ne me trompe pas, x 2. Donc 580 euros. C'est bien. Ouais, 290 euros. Hein. C'est pas très cher. 290 euros. Ok. Donc là, on va regarder si ça respecte la règle des 1%. Donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est est-ce qu'un mois de loyer, donc 590 euros, correspond à 1% du coût total d'achat? Ici, le coût total d'achat est de 88 000. Il faudrait donc acheter à 58 000 le coût total de l'opération. Donc là, on en est loin quand même, hein, et il faut l'avouer. Ça ne va pas être une opération facile à rentabiliser actuellement. De toute façon, on va
on va passer quand même à l'étape suivante, hein, pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut obtenir cette rentabilité, sur quoi on peut jouer pour avoir plus de rentabilité, mais bon, ça s'annonce, je dirais, moyen. Alors il faut relativiser aussi, hein, le 1%, il est très très rare de l'obtenir tout de suite. Hein. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Mais bon, allez, on va passer du coup à l'étape numéro 5, pardon, et les calculs des mensualités. Donc, on aurait un coût total d'achat de 88 000 €, un loyer estimé de 580 €. On applique en fait une réduction de 30% sur ses revenus bruts, parce que déjà, de une, c'est la banque qui va appliquer ce barème de 30%, parce qu'ils savent que vous allez avoir des frais liés à votre bien immobilier. Je parle beaucoup de la taxe foncière, il y a la taxe de copropriété, il y a l'assurance propriétaire non occupant, et il y a les travaux aussi que vous allez devoir réaliser. Je ne parle même pas des impôts sur votre bien immobilier. Donc 30%, pour moi, c'est souvent le minimum qu'il faut retirer de vos loyers bruts comme première estimation. Donc ce qui donne, si on enlève 60 €, bah, ça nous donne 400 € net estimés. Donc on va voir, si on emprunte 88 000 € sur 20 ans, 88 000 € sur 20 ans, quelle est la mensualité du crédit? Alors 20 ans, parce que c'est la durée la plus longue en général pour de l'investissement, hein, alloué à des investisseurs. Et ça permet de réduire les mensualités pour que justement notre bien s'autofinance grâce au loyer des locataires. C'est là la grande différence. Alors effectivement, vous allez payer plus de mensualités, enfin le coût du crédit, pardon, va être plus élevé au final, parce que vous allez prendre sur 20 ans et non sur 15 ans. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va être le locataire normalement qui doit payer ce crédit et qui doit rembourser. Donc utiliser l'argent des autres, c'est toujours le meilleur moyen pour s'enrichir. Vraiment, l'objectif, c'est de mettre 0 € de votre poche. C'est comme ça qu'on arrive à multiplier les opérations et d'acheter tous les ans des biens immobiliers. Sinon, il va falloir attendre de rembourser entièrement ce bien-là, donc peut-être sur 15 ans, pour réinvestir et racheter un appartement. Alors que quelqu'un qui serait à l'autofinancement pourrait multiplier les investissements 1 tous les ans, par exemple, et au bout de 10 ans, il a 10 biens d'une valeur de 1 million d'euros, par exemple. C'est comme ça que font les gens pour réussir dans l'immobilier, tout simplement. Et c'est ce que je fais. Alors, le taux d'intérêt, nous, on va essayer d'emprunter la totalité. Donc, il va falloir lâcher sur quelques points, dont le taux d'intérêt. Donc, n'espérez pas les 1,3%, visez plutôt les 1,8%. Par contre, pour le taux d'assurance, là, vous pouvez espérer beaucoup mieux que 0,34%. Si vous êtes jeune et en bonne forme, 0,1 n'est pas un problème. Moi, j'ai eu 0,07%. Et surtout, vous pouvez toujours faire appel à un courtier en assurance pour prendre une assurance ailleurs qu'à la banque qui vous fait le crédit. Donc ça donne des mensualités de 444 € par mois. Ok. Donc là, par contre, on va regarder si le loyer paye les mensualités. Donc ici, on a 400 € de loyer et on a des mensualités de 444 €. Donc non, on aurait 44 € à mettre de notre poche. Ça, c'est notre première estimation, première simulation. Donc c'est pas un bien qui s'autofinance. Hein. Tous les mois, on met de l'argent de notre poche. Après 40 €, c'est pas énorme. Mais bon, à la fin de l'année, quand même, ça fait dans les 500 €. C'est pas négligeable. On va passer à l'étape 6 et à mon calculateur personnel pour avoir des chiffres un peu plus détaillés pour notre opération et être plus précis. Alors, ça se lance petit à petit, voilà.
Donc la surface du bien, on va reprendre les chiffres. 58 mètres carrés, 57 000 euros. Les travaux n'ont pas bougé, je pense qu'il y a au moins il y a 2 salles de bain, 2 cuisines et la division de l'appartement. Donc moi je vais laisser 26 000 euros pour le moment. Les frais de notaire sont estimés via mon outil à 5 000 euros. Les frais bancaires, donc les frais de dossier auprès de la banque pour avoir votre prêt, c'est en général autour de 500 euros. Il y a aussi une valeur à prendre en compte, c'est le mobilier, parce que moi je vais vous conseiller de louer en meublé, déjà parce que ça permet de créer un service clé en main, un service qui donne envie, qui se démarque un petit peu, et pour les jeunes salariés ou les étudiants qui ont besoin de se loger rapidement sans avoir envie d'acheter des meubles, c'est parfait pour eux en fait. Et avec le mobilier, ça permet aussi de louer un petit peu plus cher que le prix du marché, parce que vous fournissez un lit, une armoire, un dressing, une table à manger, tout en fait. Donc moi je compte 2 000 euros par studio, soit 4 000 euros. Donc déjà en fait on a un petit peu plus à emprunter auprès de la banque que ce qu'on avait prévu. Au niveau du financement, on va essayer de tout emprunter. Ces chiffres ne bougent pas. Donc, par contre, on a un peu plus de mensualité que prévu par rapport à l'étape 5 parce que on a inclus les frais de dossier à la banque et les frais du mobilier. La partie fiscalité, une grande étape. Donc ça dépend vraiment de votre TMI, tranche d'imposition marginale, qui est définie par vos revenus de salarié, tout simplement. Il faut savoir que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à cette tranche. Donc si vous êtes à 30%, vous serez taxé à 30%. Plus, par contre, il faut rajouter les prélèvements sociaux. Et oui, on en parle rarement, mais il faut rajouter la CSG de 17,2%. Donc en fait, vous allez plutôt être taxé à 47,2% si vous êtes à une tranche de 30%. Donc ça peut faire très mal. C'est là qu'intervient la location meublée. Grâce à la location meublée, vous allez pouvoir amortir le prix du bien. Donc 57 000 euros sur 30 ans. Vous allez aussi pouvoir amortir les frais de travaux. Donc ça c'est pareil en location nue. Et vous allez aussi pouvoir amortir les frais de mobilier. Donc ça bien sûr qui n'est pas possible en location nue. En fait ça permet vraiment de bénéficier des avantages fiscaux les plus importants. Donc c'est pour ça que je conseille pour ceux qui démarrent de se lancer dans le LMNP. Vraiment vous allez créer un bien de qualité, un bien qui donne envie et puis bénéficier vraiment de cet amortissement du bien qui est vraiment énorme. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais 57 000 sur 30 ans, ça nous fait du 2 000 euros environ. Donc on peut déduire 2 000 euros, c'est un déficit supplémentaire de 2 000 euros tous les ans. Et donc ce qui permet de ne pas payer d'impôts pendant 5-6 ans. Surtout là, si on a 26 000 euros de travaux, c'est pas d'impôts pendant 5-6 ans. Ce qui ne serait pas le cas en location nue. Donc après, pour la partie fiscalité, comme ça dépend vraiment de chacun, je ne vais pas aller plus loin. Mais j'espère que vous avez compris au moins le principe. Et vous avez compris aussi qu'il fallait vous renseigner sur le LMNP pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Les recettes locatives, il faut prendre aussi en compte une vacance locative. Malheureusement, votre appartement ne sera pas toujours loué. Donc moi, je prends 2 semaines par an, c'est environ 4% dans mon calculateur. Donc le loyer brut, 580 euros. Les charges, donc si vous faites appel à une agence, ça sera entre 7 et 8% du loyer brut. Alors, je ne pense pas qu'on ait la taxe foncière ni la taxe de copropriété. Il va falloir les demander aux propriétaires, c'est très important, parce que la taxe foncière peut être du simple au double d'une rue à l'autre. Donc ça peut vraiment impacter, ça impacte de toute façon votre investissement.
Bon, je vais mettre 400 €. J'espère que c'est pas que c'est pas trop élevé au Puy-en-Velay. Les réparations, par contre, moi je prends toujours, donc c'est les réparations qui vont avoir lieu dans votre logement. Je prends toujours un demi-mois de loyer. Les charges de copropriété, bah ça c'est dur à estimer, hein, ça peut varier du simple au double aussi. Je vais partir sur 800 € par an. Ça va très vite, hein. Ça peut aller très vite aussi. Ravalement de façade, une toiture et là ça explose, hein. Donc il faut vraiment provisionner des travaux, hein. Enfin, il faut prévisionner une certaine somme malheureusement. L'assurance propriétaire non occupant qui est obligatoire quand vous louez. Là, 2 studios, je pense que pour chaque studio, on va pouvoir les louer, les assurer à 100 € chacun. Donc, 200 €. Les frais d'entrée-sortie si vous faites appel à une agence et que donc on peut estimer peut-être un départ tous les 2 ans. Donc un changement de locataire tous les 2 ans. En général, c'est quand même un demi-mois de loyer. Donc tous les 2 ans, donc tous les ans, ça nous ferait à peu près du 150 € en frais supplémentaires. Ok, bon, on arrive sur des premiers chiffres de retour sur investissement. Alors je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le plus important, hein. Le plus important vraiment, c'est savoir s'il y a de l'argent qui sort de votre poche ou plutôt s'il y a de l'argent qui rentre dans votre poche. C'est ce que je disais au début, savoir si ça s'autofinance ou si ça génère un cash flow positif ou négatif. Donc il ne faut pas prendre en compte cette partie-là avec la fiscalité, mais plutôt cette partie-là. Donc le cash flow net par mois, on serait plutôt en dessous, enfin on aurait plutôt 106 € à débourser chaque mois de notre poche actuellement. Donc ça commence à faire beaucoup, 106 €. Pour moi, c'est pas une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire. Alors après, on va se rassurer en se disant qu'on n'a encore pas négocié le prix et qu'on n'a pas encore fait des optimisations qu'on va voir. Mais moins 100 € de sa poche tous les ans, ça fait un peu beaucoup. Alors je vais supprimer, donc j'ai supprimé d'anciens scénarios qui ne correspondent pas à la ville du Puy-en-Velay. J'enregistre ce scénario. Donc ce qu'on peut imaginer déjà, c'est de faire une grosse négociation, hein. Là, il ne va pas y avoir de secret. C'est au vendeur de se mettre à votre niveau. C'est pas à vous mettre au niveau du prix du marché, sinon vous n'arriverez jamais à trouver un bien rentable. Il va vraiment falloir négocier dur ce bien. Donc, on a un prix d'achat 57 000 €. Imaginons qu'on baisse de 10 000 €. Donc, on arrive à 47 000 €. Qu'est-ce que ça donne? Déjà, on a réduit notre cash flow négatif de 50%, vu qu'on n'a plus que moins 50 € de notre poche à payer. Ok. On peut faire une estimation après avec un loyer un petit peu plus élevé. Imaginons qu'on loue plutôt déjà 300 € par studio. Donc on est à 600 €. Ok, je vais enregistrer la simulation. Après, on peut faire aussi une estimation. On pourrait faire une estimation sans les frais de gestion. En fait, si on s'en occupe soi-même, ça diminue les frais, c'est très important aussi pour augmenter la rentabilité. Voilà. Pour la suite, je vais remettre les frais de gestion quand même, hein, pour avoir une idée un peu de combien ça nous coûterait avec les frais de gestion. Donc par contre, il va falloir encore négocier, hein. Là, on est à moins 33 € de cash flow. Il va falloir encore négocier. Donc
C'est comme ça qu'on sait le prix maximum qu'on peut mettre dans un bien immobilier. C'est en faisant des calculs. Donc là, on est à, allez, encore 1000 € à négocier. 1000 €, on est à 0 €. Voilà, on est à l'autofinancement simple. Donc là, on n'a pas d'argent qui rentre dans notre poche, mais bon, on a quand même un bien qui se paye tout seul. Et dans 20 ans, vous êtes propriétaire de 2 studios, donc ça aura aussi pris de la valeur avec le temps. Et 2 studios, on peut les revendre plus cher qu'un grand appartement. Enfin, votre patrimoine se construit, vous avez mis 0 € de votre poche parce que vous avez tout emprunté, et vous avez des revenus qui vont arriver après, des revenus complémentaires, tout simplement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure affaire du siècle, il n'y a pas de cash flow positif. Il faudrait encore acheter moins cher. Vérifier le montant des travaux, peut-être que les montants du travaux seraient un peu inférieurs. Mais sinon, je ne vois pas trop comment on pourrait augmenter la rentabilité, à part louer plus cher. Mais bon, là on prendrait des risques, parce qu'on n'est pas sûr de louer aussi cher que 300 € le studio. Et peut-être encore faire réduire le prix, encore négocier. De toute façon, on va comparer tous les scénarios ensemble. Donc on voit le premier scénario, on achète au prix du marché, on loue 290 € notre studio. Voilà, on est quand même à moins 106 € de cash flow. On négocie 10 000 € sur le prix d'achat, on est déjà plus qu'à moins 50 €. Avec un loyer à 600 €, eh ben, on est à moins 33 €. Par contre, tout de suite, là on est toujours à 47 000 €, on a négocié que 10 000 €, donc c'est faisable, de toute façon, pas le choix. Et on est là en cash flow de 15 €. Donc on voit que sans l'agence, eh ben, on augmente aussi, on diminue nos charges, et donc on augmente notre rentabilité et notre cash flow. Parce que sinon, il faudrait encore négocier 5 000 € pour être à l'autofinancement et faire gérer par une agence. Après, c'est vrai que l'agence, c'est pratique parce que ça va s'occuper du bien immobilier. Donc, nous, on est des investisseurs, on n'est pas là pour gérer les locataires. Et le temps est très précieux. Le temps utilisé pour la gestion, vous ne pourrez pas l'utiliser pour réinvestir dans d'autres appartements. Donc, pour moi, l'agence est quand même importante. Après, il y a peut-être moyen de faire une gestion un peu différente qu'avec une agence, c'est-à-dire une gestion un petit peu faite par un ami, une amie, une personne sur place, pour réduire les coûts. Bon. Après, je reste dans ces simulations assez cadrées, parce que ça va être 90% des cas, ça va être ça. Ok, bon, si vous êtes au Puy-en-Velay, vous avez pu voir qu'avec un investissement sur du studio, on peut viser l'autofinancement. C'est vrai qu'il va falloir négocier beaucoup. En même temps, on a transformé un grand appartement en 2 studios. Peut-être qu'il faudrait aussi regarder ce que ça donne en colocation, s'il y a un marché de la colocation. Peut-être de la location courte durée aussi. Ce qui aurait pu être faisable aussi, c'est d'agrandir un studio en un T2, pourquoi pas, ou acheter un immeuble de rapport pour avoir un prix de gros sur chaque appartement. Ça mériterait d'autres études. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi mettre en commentaire le nom de ville dans lesquelles vous aimeriez que je fasse le même type de vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide sur comment faire une bonne affaire dans l'immobilier. Donc il y a une vidéo qui va s'afficher ici et dans la description, vous pourrez télécharger mon guide, c'est offert.
Et en tout cas, moi, je vous souhaite des très bons investissements à tous et je vous dis ciao, bye bye.